Et si la guerre la plus redoutable ne se jouait plus dans le fracas des chars, mais dans le silence glacial d'un réseau électrique, d'une canalisation ou d'un aiguillage ferroviaire? Imaginez que le destin de millions de vies ne dépende plus d'un front mouvant, mais d'un transformateur vieillissant, d'un pont surveillé ou d'une source d'eau filtrée à l'aube. Aujourd'hui, la guerre a changé de visage. Elle n'est plus seulement une affaire de batailles rangées ou de lignes de front visibles à l'œil nu. Elle se cache dans la vulnérabilité de nos infrastructures, dans la fragilité de nos systèmes logistiques et dans la dépendance quotidienne à des ressources aussi banales que l'électricité ou l'eau potable. Ce nouveau type de conflit n'est pas né du hasard. Il s'inscrit dans l'évolution des stratégies militaires au fil des décennies. Revenons un instant en arrière. Déjà, durant la Seconde Guerre mondiale, les bombardements alliés visaient massivement les usines allemandes, les lignes de chemin de fer, les ponts, afin de désorganiser la production et la logistique ennemie. Mais à l'époque, les frappes restaient limitées par la précision des armes et la capacité de surveillance. Aujourd'hui, avec la généralisation des drones, des missiles guidés et de la guerre électronique, la destruction d'une sous-station électrique ou d'une usine de traitement de l'eau peut être réalisée à des centaines de kilomètres, sans présence humaine directe. Cette évolution technologique a modifié la nature même de la vulnérabilité d'un pays. Prenons l'exemple de la cyberattaque NotPetya, qui a frappé l'Ukraine en 2017. En quelques heures, le pays s'est retrouvé paralysé. Banques, administrations, entreprises, tout s'est figé, plongeant la société dans une désorganisation totale. Même après la fin de l'attaque, les conséquences se sont fait sentir pendant des semaines. Ce précédent montre que la guerre des infrastructures n'est pas une nouveauté, mais qu'elle atteint aujourd'hui une ampleur et une intensité inédites. Au lendemain d'annonces américaines sur la livraison de missiles de longue portée à l'Ukraine, une nouvelle vague de frappes s'est abattue sur le pays. En moins de 24 heures, des explosions synchronisées secouent plusieurs régions. Centrales électriques, dépôts logistiques et nœuds ferroviaires sont frappés avec une précision implacable. À Tchernihiv, à Soumy, à Kharkiv, jusque dans l'ouest industriel, des incendies majeurs éclatent. Les flammes dévorent les installations, anéantissant en quelques minutes ce qui avait exigé des mois d'efforts. Immédiatement, des quartiers entiers s'éteignent, des trains se figent, des villes se retrouvent isolées. Ce n'est pas seulement la mobilité qui s'effondre. Toute la chaîne d'approvisionnement, la sécurité des civils et l'accès à l'essentiel vacillent. L'économie se fige, l'angoisse gagne la population. Pour bien comprendre la portée de ces attaques, il suffit d'imaginer une ville moderne privée d'électricité en plein hiver. Les pompes à eau cessent de fonctionner, les ascenseurs restent bloqués, les hôpitaux doivent compter sur des générateurs d'urgence dont le carburant s'amenuise jour après jour. Entre 1940 et 1945, Londres a survécu au Blitz grâce à la ténacité de sa population et à l'organisation des services de secours. Mais aujourd'hui, avec une dépendance bien plus grande aux réseaux numériques et à l'automatisation, la résilience est mise à l'épreuve à une échelle inédite. Ce basculement stratégique n'a rien d'anodin. Ne pas le reconnaître, c'est fermer les yeux sur une crise humanitaire et économique plus vaste que la seule question de territoire gagné ou perdu. La guerre la plus décisive aujourd'hui n'est pas toujours visible à l'écran. Elle infiltre chaque interrupteur, chaque robinet, chaque billet de train annulé. Mais comment le conflit ukrainien s'est-il transformé en cette guerre invisible? Pour saisir la logique froide de cette nouvelle phase, il faut revenir sur les événements clés qui ont tout bouleversé. Remontons ensemble le fil de cette escalade silencieuse. Voici comment la guerre d'usure s'est imposée en Ukraine. Les projecteurs restaient braqués sur la ligne de front, mais la vraie bataille, plus silencieuse et insidieuse, se tramait dans l'ombre. Tandis que le monde suivait chaque mètre disputé, l'Ukraine basculait dans une nouvelle phase du conflit. Une guerre d'usure méthodique, dirigée contre ses infrastructures vitales. À peine quelques heures après l'annonce américaine sur l'éventuel envoi de missiles à longue portée, une série d'attaques synchronisées frappait le pays. Les premières cibles se situaient dans le nord, le centre et le nord-est. À Pokrovsk, déjà sous tension, la situation a dégénéré. À Kupiansk, les infrastructures ont été pulvérisées.
Des explosions successives ont mis hors service des postes électriques, des ponts et des entrepôts. En cascade, la vie quotidienne s'est figée. Des quartiers entiers ont basculé dans l'obscurité. Les trains se sont arrêtés, les gares ont été évacuées dans la précipitation. La panique s'est infiltrée jusque dans les profondeurs du métro de Kiev, où la population se réfugiait. Les conséquences se sont rapidement accumulées. La destruction ciblée d'usines et de stations électriques a privé des dizaines de milliers de personnes d'électricité et de chauffage. Les équipes de secours, dépassées, ont dû organiser des évacuations improvisées sur des routes constamment menacées. Le réseau ferroviaire partiellement interrompu a aggravé les pénuries, menaçant l'économie, l'acheminement des blessés et la distribution de l'aide humanitaire. Dans les zones sinistrées, le chaos s'est propagé comme une onde de choc. Un pont détruit isole des villages entiers, une sous-station anéantie plonge un territoire dans le désarroi. Les habitants, déjà épuisés par de longs mois de conflits, doivent désormais vivre au rythme des coupures, des alertes et des évacuations précipitées. Pour illustrer l'impact de ce type d'offensive, rappelons la guerre du Kosovo en 1999. Les bombardements aériens de l'OTAN visaient systématiquement les réseaux de communication et les infrastructures énergétiques serbes. En quelques semaines, la population s'est retrouvée confrontée à des pénuries généralisées, à l'effondrement des transports et à une crise humanitaire majeure. Sous-estimer la portée de ces attaques serait une erreur fatale, car chaque infrastructure détruite fragilise un peu plus le tissu social. Chaque usine anéantie fait vaciller l'économie. Chaque évacuation entame le moral des civils. La guerre a quitté les tranchées. Elle s'insinue dans chaque foyer, chaque trajet, chaque nuit sans lumière. Pourquoi frapper les infrastructures plutôt que de lancer de vastes offensives? Derrière cette stratégie, une nouvelle conception de la guerre moderne s'impose, bien plus redoutable et durable que les combats classiques. Pour comprendre cette mutation du conflit, il faut décrypter les nouvelles priorités des belligérants. La survie de la population et la résilience du pays dépendent désormais autant de l'énergie et des réseaux logistiques que du courage sur le champ de bataille. La guerre moderne ne se joue plus sur le terrain des grandes offensives, mais à travers l'effondrement méthodique des infrastructures. Priver l'ennemi d'électricité, de carburant, de communication, voilà la nouvelle arme, invisible mais implacable. Plutôt que d'affronter directement l'ennemi, les armées visent les centrales électriques, sabotent les dépôts de carburant, détruisent les carrefours ferroviaires. Nuit après nuit, les explosions frappent à l'arrière, ciblant chaque organe vital du pays. Les raids, menés par drones ou missiles, cherchent à isoler les troupes, couper les renforts, paralyser la logistique. La stratégie n'est plus de conquérir des kilomètres, mais d'user l'adversaire jusqu'à l'épuisement. L'objectif: asphyxier le système, briser la capacité de résistance, rendre toute riposte impossible. Peu importe l'avancée spectaculaire, ce qui compte, c'est l'érosion lente, la pression constante. Pour la population, la guerre n'est plus une ligne de front lointaine. Elle s'infiltre dans chaque foyer. Les abris deviennent refuges nocturnes. Les alertes aériennes rythment le quotidien. Sans électricité, l'eau se fait rare, le chauffage disparaît, les médicaments manquent. Les fils pour le pain s'étirent, les transports s'arrêtent, les écoles ferment. La frontière entre l'arrière et la zone de combat s'efface. L'insécurité est partout. La circulation de l'information devient chaotique. Les réseaux de communication s'effritent. Nul ne sait où frappera la prochaine coupure, la prochaine frappe. Sous-estimer cette nouvelle forme de guerre, c'est ignorer sa portée véritable. Ce n'est plus seulement l'armée qui est visée, c'est l'économie, l'énergie, toute la société qui vacille, jusqu'au moral collectif. Face à cette stratégie d'usure, chaque jour devient une lutte pour la survie. Mais comment la population s'adapte-t-elle à cette pression constante? Quand la lumière s'éteint, l'économie s'arrête, mais aussi l'espoir. L'obscurité s'infiltre dans chaque recoin, ralentissant la vie jusqu'à la suspendre. Sur les routes boueuses du Donbass, chaque convoi devient une épreuve de survie. Les ponts éventrés empêchent toute fuite facile, et chaque camion risque de finir bloqué ou pris pour cible. Ravitailler Pokrovsk, presque coupé du monde, relève de l'exploit. À Kupiansk, l'étau du siège se resserre inexorablement. L'isolement progresse à grande vitesse.
des dizaines de milliers de civils fuient, abandonnant derrière eux des villes désertées, parfois réduites à l'état de fantômes. Ceux qui restent voient les services essentiels s'effondrer. L'eau ne coule plus, le chauffage disparaît, et se soigner devient un luxe réservé à quelques-uns. Dans les zones industrielles, les usines ferment tour à tour. Sans électricité ni matières premières, la production s'arrête net. En quelques semaines, la paralysie économique se généralise. Ouvriers au chômage forcé, commerces fermés, marchés vides. L'économie locale, déjà fragile, s'écroule sous les frappes et le blocus. La guerre ne se mesure plus en kilomètres gagnés, mais en infrastructures détruites. Les gens vivent sous la menace constante des alertes aériennes. Les nuits se passent dans des caves, les journées suspendues à l'attente d'un nouveau bombardement. La fatigue s'installe, la peur devient routine, le stress ronge lentement toute la société. À l'international, la confusion domine. Les négociations s'enlisent dans les contradictions et les promesses non tenues. Aucun vrai processus de paix n'émerge. Chaque attaque supplémentaire repousse l'espoir d'une résolution rapide. Ce n'est plus seulement la sécurité qui est en jeu, mais la cohésion sociale, la santé publique et l'avenir même du pays. Survivre devient une lutte de chaque instant, où chacun s'accroche à ce qu'il reste de normalité. Face à cette spirale de destruction, une question s'impose. Comment une société peut-elle inventer de nouveaux liens et puiser dans ses ressources morales pour ne pas sombrer totalement? Pourtant, sous la surface, des gestes de solidarité émergent, porteurs d'espoir fragile. La résistance ne se limite plus au front, mais s'invente aussi dans l'ombre et dans le quotidien. Quand l'infrastructure s'effondre, c'est toute la société qui vacille et doit se réinventer dans l'urgence. Face à la destruction méthodique des réseaux électriques, des voies ferrées ou des dépôts de carburant, la résilience s'improvise. Secouristes, volontaires, ONG se démènent chaque jour pour maintenir un minimum vital. Premiers soins, repas chauds, abris précaires. Là où l'État chancelle, ils tissent un filet de survie entre les décombres. Dans de nombreux quartiers, les habitants prennent la relève. On aménage des points de chauffage collectifs dans les caves ou les écoles. Les générateurs sont partagés, des tours de veille s'organisent pour protéger les réseaux encore debout. On distribue les vivres aux plus vulnérables. L'entraide locale devient la première ligne de défense lorsque l'électricité disparaît et que la routine vole en éclats. Malgré les alertes et les frappes, des équipes de réparation s'acharnent à remettre en route les lignes électriques ou à dégager les rails, parfois sous le feu. Leur priorité, sécuriser les trains d'évacuation qui permettent à des dizaines de milliers de civils de fuir les zones les plus exposées, tout en convoyant une aide humanitaire vitale. Mais l'ampleur des dégâts dépasse rapidement les capacités nationales. Les demandes d'assistance internationale se multiplient, soulevant la question cruciale de l'accès humanitaire et de la protection des civils. Ouvrir un couloir sécurisé devient une négociation géopolitique, où la vie de centaines de milliers de personnes est en jeu. Cette solidarité, aussi admirable soit-elle, révèle bientôt ses limites. Jour après jour, l'épuisement moral s'installe. Les ressources s'amenuisent, le nombre de déplacés explose. Face à la répétition des frappes, tout le monde n'a pas la force de rester. L'exode s'intensifie, et ceux qui restent doivent parfois choisir entre aider les autres ou survivre eux-mêmes. Pour les spécialistes, cette guerre de l'infrastructure marque un tournant. Elle redéfinit la guerre moderne. La cible n'est plus seulement l'armée ennemie, mais la capacité d'une société à fonctionner. C'est un choc pour l'économie, pour l'énergie, pour la cohésion nationale. Un parallèle fort peut être établi avec la Syrie, où la destruction systématique des hôpitaux, des stations de pompage et des réseaux de distribution de nourriture a plongé la population dans une précarité extrême. Ces exemples montrent que la guerre de l'infrastructure devient la norme dans les conflits prolongés. Ne pas tirer les leçons de cette crise, c'est risquer de voir l'histoire se répéter ailleurs. La guerre des réseaux et des ressources n'est plus une menace abstraite, mais une réalité qui oblige à repenser nos défenses collectives. Quelles pourraient être les solutions pratiques pour renforcer la résilience des sociétés? D'abord, diversifier les sources d'énergie et installer des réseaux décentralisés
permettrait de limiter l'impact d'une attaque ciblée. Ensuite, former la population à des gestes de survie, comme stocker de l'eau, préparer des kits d'urgence ou organiser des réseaux d'entraide, s'avère indispensable. Les villes pourraient également investir dans des infrastructures redondantes, capables de prendre le relais en cas de défaillance du réseau principal. Dans ce chaos, chaque coup porté aux infrastructures prouve que la guerre touche désormais chaque foyer. Mais jusqu'où cette stratégie d'usure peut-elle aller avant que tout ne cède? La prochaine bataille ne se jouera peut-être pas avec des chars en marche, mais pour défendre une ligne électrique, une station de pompage ou un hôpital plongé dans l'ombre. En Ukraine, la guerre ne se limite plus aux champs de bataille visibles. Elle s'infiltre dans les sous-sols, là où des ingénieurs luttent pour maintenir la lumière et l'eau. Quand l'électricité cesse, quand les robinets restent secs, tout un pays se bat, loin du bruit des armes, pour ne pas sombrer. Le conflit prend une forme plus insidieuse. Il ne s'agit plus seulement de gagner du terrain, mais de priver la population de tout ce qui rend possible la vie quotidienne. Détruire les chemins de fer, bombarder les entrepôts, viser les réseaux énergétiques. Chaque attaque fragmente un peu plus les liens qui tiennent la société debout. Pour chaque nuit passée dans le noir, chaque route coupée, chaque école ou hôpital frappé, l'épreuve s'aggrave. Cette violence n'est pas toujours bruyante, mais elle vise à user la résilience, à casser le moral, à rendre l'espoir précaire. Ce n'est pas une méthode nouvelle, mais l'échelle qu'elle atteint aujourd'hui est sans précédent. Elle révèle combien nos sociétés dépendent de l'énergie, des transports, de la santé, de l'accès à l'information, tant de choses que l'on croyait acquises. Ce qui se joue ici dépasse la victoire militaire. Il s'agit de savoir si un pays peut continuer à fonctionner, préserver une vie digne pour ses citoyens, quand chaque infrastructure devient une cible et que l'usure s'installe, bien au-delà des titres de l'actualité. Fermer les yeux sur cette guerre d'infrastructures, c'est accepter que la vulnérabilité devienne la norme, pas seulement pour l'Ukraine, mais pour n'importe quel pays. Car priver un peuple de ses services vitaux est une arme que tous pourraient un jour affronter. Face à cela, soutenir une information responsable, c'est refuser l'indifférence. La vraie ligne de front traverse désormais nos réseaux, nos hôpitaux, nos services publics. Être vigilant, c'est aussi défendre nos propres valeurs et notre sécurité, face à des menaces qui avancent souvent sans bruit. Restons attentifs, exigeons la vérité et défendons ce qui fait tenir une société, ses infrastructures, ses solidarités, sa liberté d'informer. Car c'est là que se joue l'avenir. Pour conclure, souvenons-nous que la guerre ne se limite pas à ce que l'on voit ou entend. Elle s'insinue dans nos habitudes, nos besoins quotidiens, notre confiance dans la stabilité de notre environnement. Les sociétés qui survivront à cette nouvelle ère de conflit seront celles qui auront su anticiper, s'organiser et préserver la confiance collective. Le futur ne se construira pas dans le fracas des armes, mais dans la capacité à protéger ce qui nous relie. À chaque citoyen, à chaque communauté, la responsabilité d'inventer des réponses et de ne jamais céder à la fatalité. Ainsi se referme la question, mais l'exigence de vigilance, de solidarité et de lucidité reste plus que jamais d'actualité.